BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Le Chypre. On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturons comme de coutume avec nos chroniqueurs. Benaouda Abdelhaim, notre globe-trotter, vous expliquera notamment que c'est pas si grave de refuser une invitation. Ça ne vexe personne, vous allez voir. Et puis notre bibliothécaire Marjorie Adelson, qui elle nous emmènera dans le ministère du futur. Mais tout de suite, on retrouve évidemment nos critiques attitrés. À ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste à alternativeéconomique.fr, le chef d'orchestre de la rubrique livre à Alternatives économiques. Et puis à ma droite, Jean-Marc Daniel, qui lui est professeur émérite à l'ESCP Business School, critique attitré, lui, de la Société d'économie politique, dont il est aussi le président. Allez, on commence avec votre choix. Christian, c'est le dernier livre de Mariana Mazzucato, un livre en anglais. Ça s'appelle The Big Con, How the Consulting Industry Weekends or Businesses Infantilizes on or Governments and Rap or Economies. C'est chez Allen Lane. C'est une deuxième charge, on va dire, sur les cabinets de consultants, après le livre sur McKinsey que vous avez déjà discuté. Oui, tout à fait. J'ai choisi ce livre rien que pour vous entendre parler anglais, Emmanuel. Je me suis toujours douté, un vrai plaisir. j'aurais pu dire... Et le résultat était à la hauteur de nos espérances. Ouais, absolument. Donc nous, on a eu effectivement le livre McKinsey, mais l'année dernière, on avait eu un livre en français, Les Infiltrés, et puis le rapport sénatorial montrant que... Qui n'était pas au niveau du livre sur McKinsey. Non, bien sûr, mais en tout cas, ça nous a alerté en France sur le fait que dans notre pays, depuis 2017, les consultants avaient pris une part assez importante dans la définition de la politique publique et que ça nous coûtait quand même assez cher. Le livre d'ailleurs s'ouvre sur la question française et ce que posent les deux autrices, parce qu'il y a Mariana... Oui, absolument. Rosie Collington. Il y a aussi Rosie Collington qui travaille avec elle. Et est-ce que le cas français est un cas à part ou pas? Pas du tout, nous disent les deux autrices. La montée en puissance du pouvoir des consultants, c'est partout dans le monde. Ça touche aussi bien les États que les multinationales. Moi, je rends prescience là quand même à la Britannique Susan Strange, qui dans un livre dès 1987 disait attention, les consultants sont en train de prendre beaucoup de pouvoir. Et encore à l'époque, on était dans les prémices. Parce que là, les deux autrices nous disent c'est un marché en gros de 100 milliards de dollars en 2010, c'est 1000 milliards aujourd'hui, multiplié par 10 en une dizaine d'années, on va dire. Donc c'est vraiment un marché important qui touche à la fois les entreprises et les États. Les entreprises, bon, il y a plein d'exemples, j'en prends juste quelques-uns. Tous les établissements financiers qui sont passés à la trappe au moment de 2007-2008 avaient vu leur compte complètement et leur stratégie validée par les consultants. Même ceux qui sont passés de l'autre côté de la loi, toute leur stratégie avait été validée par les consultants. On sait que dans l'industrie mondiale de l'optimisation fiscale, pour rester poli, de l'évitement fiscal, ils sont au cœur, ces consultants sont au cœur. Il y a même une étude britannique qui montre qu'ils ont été consulter les entreprises en même temps qu'ils consultaient le fisc britannique pour écrire les lois dont ils expliquaient aux entreprises comment les tourner. Et là, on rentre vraiment au cœur et le propos principal du livre, qui porte moins sur les entreprises que sur les États, parce qu'on sait que Mariana Mazzucato, la façon dont les États interviennent dans l'économie, c'est un de ses sujets clés, notamment sur ces deux précédents livres, c'est de nous dire les consultants ont pris trop de place, non seulement dans la réflexion, dans la définition et dans la mise en œuvre des politiques publiques. Et le résultat, c'est quoi? C'est que les fonctionnaires perdent complètement les compétences, non seulement pour réfléchir, non seulement pour mettre en œuvre, mais en plus pour comprendre, donc réguler les entreprises pour lesquelles ils laissent beaucoup de place aux consultants. Et donc, leur conclusion à elles, c'est de dire attention, il faut que les États réinvestissent la définition de la politique publique, mettent les mains dans le cambouis, fassent la politique publique, la mettent en œuvre, ne pas laisser ça aux consultants. Il y a des exemples qui sont donnés, notamment sur un hôpital dans un pays du nord de l'Europe, où on voit que les conseils qui ont été donnés visaient à maximiser le rendement de ce qui pouvait arriver dans la poche du consultant, plus que l'efficacité du projet, qui a été tout à fait lamentable. Et une des choses à faire, donc d'un côté, les deux choses à faire pour les deux autrices, c'est d'un côté que le public réinvestisse dans les compétences et de l'autre côté qu'on lève l'opacité du fonctionnement de ces consultants, parce que bien souvent, on ne sait pas qu'ils travaillent pour deux boîtes concurrentes dans le même secteur, ou d'un côté pour l'État et de l'autre côté pour l'entreprise, d'un côté pour réguler, de l'autre côté pour contourner les régulations. Donc voilà, c'est une alerte supplémentaire, vous l'avez dit, ce n'est pas la première, sur le pouvoir croissant des consultants dans le capitalisme contemporain. Un point, Jean-Marc,
c'est difficile de savoir où est la poule, où est l'œuf. C'est-à-dire, est-ce qu'on n'appelle pas les consultants parce que justement la fonction publique a perdu de ses compétences? Bah, c'est pas ce qu'elle dit. C'est pas ce qu'elles disent, d'autant plus qu'il y a un passage que j'ai trouvé assez intéressant où elles disent qu'il y a beaucoup de fonctionnaires qui deviennent consultants eux-mêmes après et qui sont les conseillers de leurs anciens collègues. Parce que, effectivement, elles mettent en avant. Alors, le livre sur la forme, indépendamment du fait qu'il est en anglais, donc il faut quand même maîtriser la langue de Shakespeare, mais indépendamment de ça, par rapport au livre sur McKinsey, à mon avis, il est beaucoup moins percutant, beaucoup moins bien construit. Et je pense que, en fait, c'est la thèse de doctorat de Rosie Collington qui a été réécrite, adoubée par Mariana Mazzucato, avec des rajouts qui arrivent un peu. Et donc, la thèse de doctorat était assez centrée, manifestement, les chapitres qui sont, à mon avis, issus de cette de doctorat, étaient assez centrés sur le Royaume-Uni, où elle insistait bien sur le fait que, justement, toutes les partis politiques, il y a tout un passage sur le fait que le véritable parti qui s'est adressé aux consultants, celui qui a fait le plus recours aux consultants, c'est le parti travailliste de la troisième voie, le parti travailliste à l'époque de Tony Blair. Et donc, elle disait bien, alors effectivement, il y a ce passage que j'ai trouvé assez intéressant, c'est le fait qu'on voit les grands cabinets de consultants, mais ce marché de 900 milliards de dollars, pas tout à fait 1000 milliards, oui, absolument, 900 milliards de dollars, elles disent bien, il y a les gros paquets, il y a les gros, et puis il y a tout un tas de petits qui vite, et parmi les petits, il y a beaucoup d'anciens fonctionnaires qui viennent conseiller leurs anciens collègues ou leurs jeunes collègues sur la base de l'expérience qu'ils ont acquise. Et donc la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'on a besoin d'aller chercher ces gens-là pour légitimer ce que l'on fait. Et alors c'est la partie là, les deux choses que je retiens moi de ce livre, c'est le fait que effectivement non seulement il y a une perte de compétences, mais aussi il y a une perte d'autorité. C'est-à-dire que les gens vont chercher une légitimité. Ils n'ont plus le courage d'affirmer un certain nombre de choses, et donc ils vont chercher chez les consultants une parole qui est supposée être scientifique. Alors il y a un passage aussi où elle montre comment il y a des algorithmes, comment il y a des matrices où on montre des choses, et puis enfin il y a des moments où c'est assez puéril là, ce que raconte le consultant, ça c'est assez assassin. Et puis donc il y a ce problème-là. Et les paroles qu'on écoute d'autant plus qu'elle vient de l'extérieur. Elle vient de l'extérieur, et donc c'est un problème de légitimation et de perte d'autorité. Et la deuxième chose que j'ai trouvée intéressante, c'est qu'elle dit quand même qu'effectivement, on accuse beaucoup les consultants, mais de nouveau preuve de lâcheté de la part c'est que personne n'est obligé de les suivre. Ils sont consultants, rien que le titre le dit, ils ne sont pas décideurs, ils sont consultants. Et donc la décision ultime, elle est quand même prise par l'autorité publique. Et donc moi, j'en tire pas la même conclusion que Christian, c'est pas un appel à la reconquête publique, c'est le constat d'une défaillance, mais structurelle, du pouvoir politique qui refuse d'assumer à la fois les décisions à prendre et la façon de les prendre et de les mettre en œuvre. Et donc, le livre, à mon avis, n'est pas aussi convaincant que le militantisme initial permettrait de le penser. Ma conclusion finale, c'est relisez le livre sur McKinsey, qui était effectivement remarquable. Juste un petit dernier mot pour dire qu'il y a aussi toute l'histoire de comment ces consultants qui sont nés aux États-Unis dans l'entre-deux-guerres sont développés notamment par le plan Marshall, sont venus en Europe. Alors, passons à votre choix, Jean-Marc Daniel. Il a servi l'État. Il l'a aussi conseillé ensuite. C'est Mathieu Pigasse qui publie La lumière du chaos. C'est aux éditions de l'Observatoire. Oui, absolument. Alors, en général, je rentre dans ce genre de livre de l'énarque polygraphe avec une certaine réticence. et là, effectivement, quand j'ai commencé, je me dis, eh bien, pas du tout. Alors, effectivement, on retrouve les travers du livre d'énarque polygraphe, une érudition un peu artificielle, une émotion personnelle. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, et on rejoint ce qu'il y a dans le livre précédent, c'est-à-dire le chaos en question, c'est la perte d'autorité, la faillite intellectuelle des gens qui nous dirigent, l'élite qui est au pouvoir. Alors, Mathieu Pigasse le dit bien, il dit qu'il y a eu une période où c'est l'élite religieuse qui a sombré, donc, et elle s'est substituée à elle une idéologie autour des Lumières qui a fait émerger une élite à la fois économique et technocratique qui prétendait apporter à l'humanité le progrès. Or, tout ça est derrière nous. Maintenant, elle apporte que le chaos. Et alors, il y a des passages, mais qui sont presque émouvant, où il décrit cette impuissance de l'État qu'il a servi, cette incapacité des gens et qui sont supposés être l'élite à assumer leur rôle. Il y a un passage, alors... vous devriez le lire avec circonspection, sur les journalistes, sur la façon dont les journalistes se comportent. Sur les journalistes ont accepté le discours de Trump, sur les faits ne sont pas aussi têtus que ce qu'on pourrait penser Lénine. Il y a des faits, il y a des vérités plurielles. Sur la complicité entre les juges et les journalistes pour détruire l'autorité dans une complicité qui est purement négative, qui est purement nihiliste. Et alors il fait allusion à Julien Benda en disant on est dans une nouvelle trahison d'éclair. Après, il essaie de
donner des solutions. Alors il dit, moi je suis de courant social-démocrate historique, donc je pense qu'il faut réhabiliter ce courant. Bon, je ne le pense pas, mais il plaide assez clairement et assez nettement en faveur de ce courant, même si ça reste quand même assez flou. Et c'est un peu la faiblesse de la situation dans laquelle nous sommes, c'est que cette élite est en train de voir son autorité s'effondrer, est en train de voir le pouvoir lui échapper, est en train de se poser des questions sur le fait de savoir si elle n'a pas failli, et elle n'a pas véritablement de solution. Donc c'est un livre que je crois, il faut que tout le monde lise, parce que c'est important pour comprendre ce qui se passe dans les plus hautes sphères de l'État et du pouvoir économique. J'ai hâte de savoir ce que Christian pense de ce livre de Mathieu Pigasse. Il y a deux livres, il y a deux parties dans le livre, une partie diagnostic des problèmes et une partie solution. Et dans la partie diagnostic des problèmes, c'est très angoissé. C'est un diagnostic extrêmement angoissé. Le progrès est mort, les inégalités explosent, la mondialisation n'est pas si heureuse, etc., etc. Donc on est vraiment sur un diagnostic très, très, très difficile. Il parle des finances publiques aussi. Et, de tout, il parle de plein. L'autorité, il dit bien, un professeur qui rentre dans une salle n'est pas sûr de pouvoir terminer son cours. Enfin, D'où ça vient tout ça? Alors effectivement, les élites économiques, les élites on travaille, les élites politiques, une bande d'incompétents, les élites journalistiques, on en prend plein la tête. Ouais. Enfin, moi, je me considère pas dans les élites journalistiques, en tout cas les élites journalistiques en prennent plein la tête. Les élites économiques aussi, qui sont intéressées par gagner beaucoup d'argent et surtout pas pour faire le bien public. Mais il y a aussi une autre explication qui est donnée, qui est la perte de pouvoir, l'impuissance totale des États, et le fait que d'autres grands acteurs, notamment les GAFA, mais parce qu'il y insiste beaucoup là-dessus, on partage le pouvoir avec les États. L'impuissance des États. Quand Lionel Jospin a voulu faire les 35 heures, il a fait les 35 heures. Quand Emmanuel Macron a fait le prélèvement forfaitaire unique à 30%, personne ne l'a empêché de le faire. Donc je pense quand même que l'impuissance totale des États, non. On peut décider une réforme des retraites, on peut essayer de ne pas la faire. Je pense qu'il y a vraiment des dirigeants qui peuvent encore décider au niveau national. Quant à dire que les États partagent le pouvoir avec les acteurs privés, Charles VII et Jacques Coeur partageaient déjà le pouvoir, et Elon Musk aussi partage le pouvoir. Donc le fait que les élites publiques et privées partagent le pouvoir, je pense que depuis des siècles, ça a toujours été comme ça, toujours été un mode hybride. Croire que d'un côté, il y a les États et de l'autre côté, il y a les acteurs privés, que les uns sont méchants, les autres sont gentils, réciproquement, là où on se situe sur le plan idéologique, je pense que c'est une erreur. Il y a toujours eu une hybridation. Je ne pense pas que ce soit caractéristique de nos sociétés d'aujourd'hui. Les solutions, c'est quoi? On est face dans le diagnostic à des forces très systémiques, très fortes. La solution, c'est l'individu. Il faut que chacun change. Là, j'ai été surpris face à des forces. Si vous voulez changer le monde, il faut des forces collectives. Ce n'est pas les forces individuelles. On ne va pas attendre qu'un par un, tout le monde change. Cela dit, il y a une vraie question stratégique qui est posée par l'auteur. Il nous prend l'exemple du guitariste des Sex Pistols, qui ne savait pas jouer de la guitare. Donc, il tapait fort sur les cordes. Et quand un jour, un commentateur lui dit « Franchement, vous ne savez pas jouer », le gars lui dit « Et alors ?» Et là, Mathieu Pigasse nous dit « Pourquoi il nous dit ça? Parce qu'il faut savoir libérer son énergie brute en tant qu'individu. Laissez tomber les codes, les normes, les standards. Bon, j'avoue que j'ai toujours un petit peu de réticence quand il y a des gens qui sont installés au cœur du système médiatique, politique, professionnel, financier, qui vivent du système. Disent, mais vas-y Coco, ils ont un parachute ventral, dorsal, un sur chaque oreille, un dans chaque pied, et lui disent vas-y, saute de l'avion, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Bon, je lui fais confiance sur le fait qu'il soit sincère, mais bon, j'ai toujours un petit peu de mal. L'individu, bon, je ne sais pas, est-ce que la réponse à toutes nos angoisses collectives, c'est le changement individuel. Après, il y a des choses plus classiques, il faut que les banques centrales financent les déficits budgétaires, il faut un revenu universel, il faut mettre l'éducation au cœur. Mais ce que j'aurais voulu trouver dans le livre, c'est tout ça n'est pas fait. Pourquoi tout ça n'est pas fait? Quelles sont les forces qui font qu'on ne peut pas bouger? Quels sont les points de fragilité où ça pourrait bouger? J'aurais aimé trouver ça aussi dans le livre. Merci messieurs. Allez, et c'est l'heure de retrouver notre bibliothécaire Marjorie Adelson qui nous présente le ministère du futur. BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'hier et de demain. Bonjour Marjorie. Bonjour Emmanuel. Marjorie, notre bibliothécaire du jour qui nous emmène dans le futur, ou plutôt dans les couloirs d'un ministère du futur. Oui, c'est un livre qui a fait grand bruit lors de sa parution en novembre 2020. Ouais. Le Financial Times l'a encensé, Barack Obama l'a même mis dans sa célèbre liste et il vient tout juste de paraître en français. Alors c'est ce qu'on appelle une climate fiction, c'est de la science-fiction mais qui a pour sujet le réchauffement climatique. Alors on est dans un futur très proche. En 2025, le monde entier suffoque sous la chaleur et une canicule vient de faire des millions de morts en Inde. Alors
dites-nous d'abord un mot sur l'auteur, Kim Stanley Robinson. C'est un peu une star de l'anticipation. Hein. Oui, c'est ça. En fait, il s'est fait connaître déjà dans les années 90 grâce à une trilogie devenue célèbre. Elle racontait en fait la colonisation de Mars alors que la Terre n'était plus du tout habitable. Alors, c'est quoi ce ministère du futur? Eh bien, en fait, c'est une organisation mondiale qui a été créée par la COP 29. Elle a pour but... On y est presque. On y est presque. Elle a pour but de protéger les générations à venir et de manière générale l'ensemble du vivant. Ce livre, en fait, c'est donc une solution au réchauffement planétaire imaginé par l'auteur. Il nous raconte en fait comment le système économique va être forcé de changer face aux catastrophes climatiques. Alors, qu'est-ce qui fait la force de ce livre? Parce que bon, des scénarios d'anticipation sur le climat, etc., il y en a beaucoup. Qu'est-ce qui fait que ce livre-là a séduit autant de personnalités de premier plan? Eh ben, c'est justement qu'on n'est pas du tout dans une espèce de fiction post-apocalyptique, mais vraiment dans un roman d'adaptation, dans un futur très très proche. C'est pour ça que je vous conseille de lire, même si vous n'aimez pas particulièrement la science-fiction. Robinson, en fait, il imagine un chemin entre le capitalisme vert et la décroissance. Pas mal de problématiques sont abordées, des questions sur lesquelles on devra sans doute répondre d'ici quelques années. Par exemple, la contrainte, voire la violence, seront-elles inévitables pour sortir des énergies fossiles? On vient de finir la COP 28 et les fossiles, c'était quand même le sujet qui cristallisait les tensions. Certaines idées qu'il évoque sont même en train d'être débattues, alors que le livre a quand même été écrit il y a 4 ans. C'est le cas, par exemple, de la géo-ingénierie solaire. Donc c'est vraiment en fait un livre comme ça qui nous pousse à réfléchir. Et Dieu sait si les technologies évoluent extrêmement vite. Exactement, c'est pour ça qu'il est vraiment visionnaire et en plus, il est même recommandé par Thomas Piketty. Formidable. Et puis toujours au cœur cette problématique, espèce de triangle d'incompatibilité, ou pas d'ailleurs, à étudier entre finalement la justice sociale, l'écologie et la liberté et la démocratie. Eh bien écoutez, on va lire ça avec grand intérêt. Merci beaucoup Marjorie. Eh bien maintenant c'est l'heure de notre tour du monde. Le seul tour du monde qui consomme 0 carbone chaque semaine, c'est celui de Benahouda Abdelhaim. BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'ailleurs. Cher Benahouda, bonjour. Bonjour. Benahouda, il y a du nouveau du côté des relations gréco-turques. Oui, la dimension environnementale. Alors le 7 décembre, la Grèce et la Turquie ont conclu une quinzaine d'accords et de protocoles couvrant de nombreux domaines, allant du tourisme à l'électricité en passant par le commerce et les transports. Il se dit qu'une nouvelle page, une nouvelle ère s'est ouverte entre Ankara et Athènes. L'un des textes signés porte sur la coopération environnementale, notamment pour faire face aux sécheresses et aux inondations. Il y a 6 mois, bien avant cette période de concorde gréco-turque, 4 universitaires grecs ont rédigé ce document publié par l'Eliamep. L'Eliamep, c'est la Fondation grecque de politique européenne et politique étrangère. Andreas Tergiou et ses collègues ont voulu insister sur les bénéfices mutuels, selon eux, qu'il y aurait à procéder à un rapprochement au travers de l'environnement. Pour eux, les 2 pays sont confrontés à des menaces communes pour la biodiversité et les activités de pêche, ainsi qu'à des défis essentiels en matière de sécurité climatique et de protection des écosystèmes. Problème parallèle, voire similaires, qui ne peuvent pas être résolus, selon les auteurs, que par des actions transfrontalières conjointes par-dessus les antagonismes d'ordre géopolitique. Mettre de côté tout ce qui a empoisonné, je cite, la relation bilatérale. Face aux redoutables menaces climatiques qui devraient frapper de plein fouet la Méditerranée orientale et la mer Égée, écrivent-ils encore, cette coopération gréco-turque n'est même plus une question de choix, mais de nécessité, voire de survie. Les auteurs appelaient notamment de leur vœu un nouveau paradigme commun en matière d'énergie, où la course à l'extraction d'hydrocarbures, de gaz, de pétrole dans cette région commune doit être remise en cause dans son ensemble. On voit quand même que le sommet du 7 décembre n'a pas emprunté cette voie. Il faudra peut-être un autre ouvrage pour ouvrir cette voie. Direction les Pays-Bas, Benahouda. Quel problème les risques d'inondation posent-ils aux propriétaires? Oui, il y a un décalage entre prise de conscience et action. Cette menace climatique donne lieu aussi à une réflexion au sein de la Banque centrale néerlandaise, la DNB. Un économiste de l'institution s'appuie ici sur 2 enquêtes menées auprès des propriétaires immobiliers aux Pays-Bas. David Jan Janssen relève que la proportion de ceux qui détiennent des propriétés à risque est 10 points plus susceptibles de considérer une inondation comme la principale menace pour leur logement. Mais ils sont 5 points au-dessous
de la moyenne des opinions à envisager une amélioration de l'efficacité énergétique de leurs propriétés. Donc c'est une contradiction à 15%, voire une étrange incohérence, selon David Janssen, ce qui implique, d'après lui, de revoir l'ensemble de la communication publique autour du risque d'inondation et de submersion marine aux Pays-Bas. L'auteur relève combien la foi ancrée en l'effet protecteur des digues néerlandaises influe sur l'action, ou bien l'inaction plutôt, du propriétaire. Ceux qui ressentent la plus grande confiance dans ce système de protection sont nettement moins susceptibles d'envisager des améliorations de la qualité de l'environnement. Il faut rappeler que ce qui est appelé là-bas les travaux Delta, le plan Delta, achevé initialement en 1986, qui a duré des décennies, c'est ce qui a permis de former le plus important ouvrage au monde de défense contre la montée des eaux maritimes. Selon l'agence néerlandaise de l'environnement, 59% du territoire national est vulnérable. La confiance ou bien l'insouciance contemporaine devient donc contre-productive, d'autant que selon une société néerlandaise de données dans l'immobilier, Calcassa, si le risque d'inondation était vraiment pris en compte, les propriétaires aux Pays-Bas seraient en fait confrontés à une perte collective équivalent à 10% de la valeur cumulée de l'ensemble des logements existants aux Pays-Bas, c'est-à-dire des centaines de milliards d'euros. Alors, vous allez sans doute, Benahouda, soulager beaucoup de nos auditeurs, Marjorie, moi, avec l'étude qui vient. Parce que sachez, Marjorie, que Benahouda va nous expliquer pourquoi les conséquences sont moins graves qu'on le pense lorsqu'on refuse une invitation. Oui. C'est la période des fêtes qui approche et deux économistes universitaires américains entreprennent dans cette étude on ne peut plus académique de déculpabiliser ceux qui vont décliner les invitations à célébrer Noël, la Saint-Sylvestre ou tout autre motif. D'accord. Julian Givey et Colin Kirk, dans le journal de la personnalité et de la psychologie sociale publié par l'Association américaine de psychologie, écrivent que malheureusement il peut être difficile de dire non, ce qui conduit l'invité à accepter une invitation alors qu'il aurait préféré s'abstenir, alors même qu'il s'inquiète en réalité exagérément du degré de mécontentement qu'un refus suscitera auprès de son hôte. D'accord. Ce n'est pas une idée lancée en l'air. Ces chercheurs ont mené 5 expériences avec plus de 2 milliers de participants par des jeux de rôle très subtils. Alors, il faut vraiment se concentrer pour comprendre ces jeux de rôle, lire et relire, ce qui est quand même assez difficile. Mais on aboutit globalement à ce que le niveau de désagrément soit supérieur chez celui qui accepte à contre-cœur d'aller à une fête que dans le cas de celui à qui on répond non, je ne peux pas venir. Une forme de surestimation des conséquences négatives existerait donc chez l'invité. Et cela ne vaudrait pas que sur le plan théorique, mais aussi dans une expérience scientifique, celle qui a été menée. Et parmi les participants, on relève notamment que certains entretiennent de véritables relations, des amis, des familles. Et d'après les auteurs, les résultats restent similaires, qu'on se connaisse ou qu'on ne se connaisse pas. Dans le raisonnement, somme toute, ce n'est pas bien grave de répondre non, pourvu que la motivation soit effectuée convenablement. En clair, il suffit d'être poli. Pourquoi, ou hypocrite, pourquoi serait-ce si important ? Voilà ce qu'en disent les auteurs. Plus que jamais, les gens se sentent épuisés et ont l'impression que leur temps est trop limité. Les activités sociales en sont une des raisons. Mais comme si ces chercheurs étaient eux-mêmes rattrapés par cette culpabilité diffuse, ils concluent de la sorte. Cependant, notez que nous ne préconisons pas que les gens déclinent toujours les invitations, puisque les relations sociales sont un élément crucial de la vie. Ça veut dire que le petit mensonge de courtoisie pour décliner une invitation... ça marche bien. Voilà. C'est pas si malhonnête que ça, finalement. Mais ce n'est pas conseillé par ces... C'est pas conseillé. Merci beaucoup, Benahouda, pour cette moisson d'études étonnante, originale, comme d'habitude. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix. BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres de la dernière minute. Jean-Marc Daniel, quelle est votre ultime sélection pour aujourd'hui ? Alors, c'est pas vraiment un livre, c'est un documentaire qu'on trouve sur YouTube qui s'appelle 3 000 milliards, les secrets d'un État en faillite. Attendez, Jean-Marc, vous moquez mon anglais, vous nous parlez de YouTube. YouTube, oui. YouTube.
Voilà. Allez. Bon, enfin, tout le monde a compris. Allez, tout le monde a compris. Voilà. Bon, c'est de la basse vengeance. Et donc, revenons à l'essentiel. Pourquoi à l'essentiel? Parce que ce documentaire va faire un peu plus de 1 million de vues. C'est pour ça que je me permets d'en parler, parce que j'interviens assez abondamment dans ce documentaire. Ah. Et donc, C'est de l'autopromotion en plus. voilà, c'eût été inélégant de s'assurer effectivement une forme d'autopromotion. Non, vous nous en parlez surtout parce que ça fait un carton. Alors ça fait un carton et c'est intéressant parce que ça prouve la conscientisation de la population vis-à-vis de ce problème de dette publique. Ça a un succès qui était, à mon avis, assez peu envisageable, d'autant plus qu'il est fait par Contribuables Associés, qui est une association qui mène un combat juste mais relativement peu connu. Et donc, Faut mettre la caméra sur Christian là. Et donc, j'invite maintenant qu'il y a 1 million de personnes qui l'ont vu, les personnes qui ne l'ont pas encore vu, à rejoindre le club de tous ceux qui ont appris enfin pourquoi nous étions si endettés. Vous l'avez vu, Christian? Non, pas du tout, mais je vais. Ça m'a donné envie de faire un bon papier de commentaires sur ce. Exactement. Je vois très bien un petit peu le type d'argument qui peut être développé, surtout si Jean-Marc Daniel est très au cœur d'un documentaire réalisé par Contribuables Associés. Non, moi j'ai pris quelque chose de sérieux. C'est De le quoi il parle, livre. C'est le livre de l'historien Stephen Kaplan, qui est le plus français des économistes historiens américains, qui nous rend encore un pavé, mais riche d'une érudition comme d'habitude chez lui, assez incroyable, sur l'histoire de l'apprentissage en France, en gros du XVIIe siècle, Colbert, jusqu'à 1919. Mais dans la conclusion, il se lâche sur, y compris la situation actuelle. On comprend ce que c'est que l'apprentissage. Dans le titre, il y a transmettre, soumettre, socialiser, transmettre. Comment est-ce qu'on fait pour transmettre vraiment les compétences? Est-ce qu'il faut aller à l'école? Il faut aller dans l'entreprise? C'est un maître qui vous apprend. Soumettre, parce que bon, c'est quand même aussi des règles, on vous encadre. Il explique très bien comment le maître devient le père de substitution. On a des commentaires, des témoignages des parents, des gens qui amènent au XVIIIe siècle leurs apprentis. Et puis socialiser, parce que c'est aussi les métiers qui sont organisés. Bref, toute l'histoire, avec une érudition, une sorte de documentaire absolument incroyable de l'apprentissage, même jusqu'à aujourd'hui dans les commentaires finaux. Si je puis me permettre, je pense que les auditeurs téléspectateurs sont plus concernés par mon choix que par celui de Christian. L'érudition. L'apprentissage, c'est quelque chose d'important pour les gens qui ne sortent pas Polytechnique. Oui, mais je leur dis pas d'y aller, mais je pense qu'ils sont quand même plus immédiatement concernés par le documentaire dont j'ai parlé. Oui, ça va vous concerner aussi. Oh là là, c'est méchant. Je suis méchant avec Jean-Marc aujourd'hui. Ça va vous concerner, Jean-Marc, le livre que j'ai choisi. Le manifeste pour la liberté de vieillir chez soi. Oh, mais j'ai encore du temps devant moi. Absolument. C'est pour ça que ça ne vous concerne que de très loin, sous la direction de Laurent Permas, avec les dessins de Xavier Gors. Vous savez, Xavier Gors, c'est celui qui dessine le pingouin tout le temps, qui le met en scène. La vie devant moi, chez moi, dit-il, avec son petit dessin d'ouverture. Non, j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'effectivement, c'est un défi considérable, le vieillissement. Et là, on a un livre finalement qui balaye et étudie beaucoup d'idées reçues sur la possibilité ou non de vieillir chez soi par rapport à la possibilité d'aller en EHPAD par exemple. Et donc c'est un livre que j'ai trouvé extrêmement instructif, qui présente beaucoup de solutions. Certaines sont méconnues, certaines sont peu appliquées, mais on y apprend beaucoup de choses. Et finalement, je trouve que c'est un livre positif qui donne le moral. Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, évidemment, bonne lecture.